Christian Carillon, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous raconter la trame d'En mai, Fais ce qui te plaît? Très brièvement. Oui, très brièvement. C'est un film qui raconte ce qu'on appelle l'Exode, le mois de mai 1940, quand des millions de Français se sont enfuis à l'idée que les Allemands reviennent. Et voilà, c'est parti de ma maman qui a vécu cet Exode, qui m'a raconté ça pendant des années, et j'avais toujours eu envie de faire un film là-dessus. Alors justement, là, vous abordez quasiment ma deuxième question. Vous parlez tout de suite de votre maman. Si elle avait un rôle dans le film, ça serait lequel? Non, il n'y a pas de rôle qui soit véritablement ma mère. Tout ce qu'elle m'a raconté, le clin d'œil, c'est le personnage de l'institutrice, puisqu'elle porte son prénom, et que ma mère aussi avait un vélo, et qu'elle était donc devant le groupe éclaireuse. Voilà, mais sinon j'ai dispersé tous les détails de ce qu'avait raconté ma mère dans le film. D'accord. Ce film est-il un cadeau pour votre maman? Non, je ne dirais pas un cadeau. Je lui dois, moi, ce film. Après, je lui ai montré, et je suis plutôt content de ce qu'elle m'a dit, mais je lui dois le film. Si elle ne m'avait pas raconté tout ça, j'aurais jamais pensé faire un film là-dessus. C'est de là qu'est née l'envie de ce film, à la base. Oui, absolument. Parce que vous avez fait aussi un appel à témoignages sur la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, sur des lettres de gens qui ont vécu ce genre dans leur famille. Et donc, vous vous êtes inspiré que de votre histoire, ou après, le côté, la dramaturgie est partie du scénario, enfin de l'écriture d'un scénario totalement fictif? Non, en fait, donc j'avais évidemment l'histoire de ma mère que je connaissais très bien, et je voulais, j'avais gardé un bon souvenir de Joyeux Noël parce que j'avais beaucoup de témoignages de fraternisation et que j'avais puisé là-dedans plein de choses pour construire le film. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir d'autres témoignages d'Exode pour faire la même gymnastique. Et donc on a fait cet appel qui a été... Enfin, nous, on s'est retrouvés débordés, quoi, de plein de choses. Les gens avaient envie de raconter ça. Donc on a récupéré des lettres, on a récupéré des enregistrements audio. Et donc on a compulsé tout ça, on a traité tout ça. Et de tout ça, effectivement, moi j'ai fait mon miel pour faire le film. D'accord. Vous avez tourné les scènes extérieures de l'Exode. Vous les avez tournées en France. C'était une volonté? Carrément. Parce que vous auriez pu les tourner en Pologne, en Roumanie, on aurait pu faire des économies de charges sociales pour être moins cher. Alors, d'abord et avant tout, je voulais avoir une figuration française. Pourquoi? Parce que sur Joyeux Noël, pour en revenir à Joyeux Noël, j'avais une figuration roumaine, puisque à cause de l'armée française, on n'a pas pu tourner en France et on a dû s'expatrier. Mais la figuration roumaine, elle est nombreuse. Elle n'est pas chère sans doute, mais c'est pas des histoires qu'ils connaissent. Donc j'ai dépensé une énergie énorme à les impliquer un minimum. Et là, pour l'Exode, je voulais vraiment une figuration de premier choix. Je savais qu'en revenant en Nord-Pas-de-Calais, j'aurais des gens qui savaient de quoi je parlais, l'Exode. Dont les parents ou les grands-parents ils avaient tous eu vécu, dans leur famille des témoignages et ils savaient de quoi ça retournait. Et je ne me suis pas trompé. Je suis tombé sur une figuration hors pair, ultra motivée et jouant parfaitement le jeu du tournage. Et je pense que ça se sent que les gens sont là, quoi. La figuration n'est pas du décor. La figuration est un personnage, en fait. Elle joue dans le film. Elle est là. Et ça vient de là, je dirais, de ce choix de départ. Et aussi parce que je voulais tourner dans mon pays d'enfance. Moi, je suis né à Cambrai, effectivement du secteur de Péronne, Bapaume. Et donc, toute cette campagne-là, je la connais par cœur. Le choix de Pierre Cottereau qui signe la photo du film, pourquoi ce choix? Parce que j'avais suivi son travail et que, par exemple, Café de Flore, que j'avais trouvé magnifique. Avec Vanessa Paradis. Où il a mélangé du 35 avec du numérique, etc. Et donc voilà, je l'ai vu,
On s'est senti, C'est passé. c'est passé. Et j'en regrette absolument pas. Je trouve qu'il amène au film beaucoup de choses. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas dans un ego. Enfin, je veux dire, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, nous on va être le convoi qui se déplace, c'est 300 mètres de long. Nous on va être devant avec les acteurs en tête de gondole, je dirais. Mais tout ce qui va se passer dans le convoi, on ne pourra pas le voir puisqu'on sera devant nous. Oui. Donc je vais te demander de trouver un frère, un deuxième cadreur, à qui on confiera une caméra, qu'on habillera en mai 40 et qui se fondra dans le convoi derrière nous, une sorte de caméra cachée embarquée qui va filmer la figuration justement, qui attend, qui s'ennuie, qui vit. D'accord. Et c'est pas simple pour quelqu'un, pour déléguer à ce point Oui. des images. Et en fait, c'est tout son talent à Pierre d'avoir accepté ça. Et à l'arrivée, moi j'avais une matière exceptionnelle quoi, au montage. D'accord. Dans la scène il y a des scènes dans les champs. Il y a une scène où Max, le petit garçon, alors j'ai eu cette impression de me retrouver dans Tree of Life de Terrence Malick. Je me fais des films. Non, on a revu beaucoup de films. D'abord, je lui ai dit à Pierre Cotreau, je lui ai dit, moi je veux faire un western. Il y a Beaucoup de chevaux dans le film. Voilà. Les grands espaces, les chevaux, les chariots, à l'arrivée Ennio Morricone. Mais Oui. c'est vraiment l'idée de faire un western, c'était mon axe. Et j'avais écrit le film en écoutant les musiques de Morricone, justement. Et au-delà de ça, on a revu des films. Alors on a revu tous les Terrence Malick. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mise en scène de la nature qui est sublime. Qu'on retrouve dans votre film. Et que, voilà, moi, ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai pas voulu faire mon Malick. Non. Mais c'est pas du Terrence Malick qu'on retrouve. Mais voilà, moi, mon enfance, je l'ai passée là-dedans. Donc, mon enfance, je considère qu'elle est en cinémascope, avec des grands espaces, justement, le vent, les alouettes, tout ça. C'est extrêmement sensuel, en fait. Et j'avais besoin de retrouver tout ça dans le film. Et Malick est la meilleure façon, les films de Malick étaient la meilleure façon d'expliquer ce que je voulais faire à mon chef-op cadreur. Et puis, et on a revu aussi Soldat Ryan. D'accord. Pour certains moments du film, etc. Alors justement, parce qu'on est là sur des moments plus militaires, on va dire, Ouais. comment s'est montée la scène des avions allemands qui bombardent le convoi? Comment tout ça a été mis en... Parce que c'est un travail considérable. Ouais, c'est lourd. On a passé une semaine en fait. La séquence, elle fait pas 2 minutes. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas d'avion qui vole. Hein. Aujourd'hui, les Stuka, non. Donc tout est refait par ordinateur. Mais pour que la figuration y croit et joue le jeu, donc nous, on a filmé, on avait installé des explosifs qui permettent de voir comme s'il y avait l'impact des balles. D'accord. Et ça amène un stress quand même utile, je dirais. Les chevaux avaient peur, les gens avaient peur. Et on a joué beaucoup avec ça. Mais c'est un travail extrêmement minutieux de chaque plan. Vous comprenez bien toute l'organisation que ça implique. Gérer les animaux, la peur des chevaux, c'était la grande inconnue. Ouais, c'est pas évident. Les gens qui géraient les chevaux nous disaient nous, on les a jamais bombardés. Donc on ne sait pas comment il faut réagir. Moi, ça m'a avec fait les penser explosifs. aussi à Cheval de guerre. C'est vraiment pas évident. Et Enfin, justement, vous avez travaillé avec qui Les animaux, mais moi, je n'avais pas de dresseur. Hein, donc on a juste quelqu'un qui, pendant tout le film, nous a accompagnés avec ses chevaux. D'ailleurs, il est dans le film. À un moment donné, il n'y a que lui qui puisse vraiment diriger les chevaux. Donc on l'a habillé en mai 40, quoi. Et il fait partie du convoi d'emblée. Mais face aux explosions, etc., il nous disait, je ne sais pas comment ils vont réagir, quoi. Bon, globalement, ils se sont bien comportés. Et comment vous avez choisi
créé vos personnages, par exemple Paul, le maire joué par Olivier Gourmet? Paul, c'est un peu mon grand-père. Le père de ma mère était maire du village, donc je l'ai connu. Donc je savais son côté radical socialiste, profondément attaché aux valeurs de la République. Et il était réellement parti avec une Marianne. Il me dit: je ne laisserai jamais ça aux Allemands. Voilà, donc tout ce parfum républicain, moi j'étais élevé là-dedans. Voilà. Et pour les autres... Mado, par exemple, Mathilde Seigné. Alors, Mado, j'ai écrit pour Mathilde Seigné. Voilà. J'avais envie de refaire un film avec Mathilde. Elle a accepté tout de suite? Oui. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas tourné, oui. Puis une Hirondelle a fait le printemps. Et je la trouvais bien dans un café, un estaminet, avec Jean Sablon dans les oreilles. Je pense que... Et puis le couple. Le couple est très joli. Très avec Olivier Gourmet, je trouve que ça le fait. Oui, il est très crédible. C'est un couple de cinéma qui me plaît. Voilà, et puis je voulais faire un film choral surtout. Hein, donc pas 2-3 personnages. Elle est très taiseuse, hein, finalement. Elle peut. Elle peut, parce que entendant elle peut l'être. Bien ailleurs, on l'a exploité sur d'autres critères que certains lui reprochent d'ailleurs. Mais là, c'est un peu elle le silence, c'est Olivier Gourmet la parole. Mais elle parle avec son regard, elle parle avec ses silences. Oui, et surtout au fur et à mesure que le film avance, ça s'inverse en fait. Hein. Et elle prend de plus en plus la place. Et lui s'effrite. Pendant tout le film, il s'effrite. Et la République aussi, d'ailleurs. Oui, très clairement. Et très rapidement, finalement, parce que le film est sur une durée de temps d'un mois, 2 mois, quasiment, cet exode. Alors, il y a des gens qui le voient plus court. Moi, j'aime bien, parce qu'au cinéma, en fait, le temps passe, sauf si vous mettez les cartons, évidemment, mais sinon, la sensation du temps au cinéma est très subjective. Il y a des gens qui m'ont dit ça se passe sur 4 jours. D'autres, comme vous, sur 1 mois, etc. Je ne prendrai pas position. D'accord. Et justement, comment avez-vous fait pour avoir du beau temps en Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Mais vous êtes totalement défaitiste. Ah non, mais vous allez avoir l'office du tourisme au cul. Ah mais oui, certainement. Mais justement, vous n'avez pas de scène de pluie. C'est une volonté aussi dans ce film de ne pas avoir de scène de pluie. Tout à fait. Ma mère m'avait dit... D'abord, quand ma mère me racontait son exode, elle terminait souvent en disant « c'était quand même le plus beau mois de ma vie ». Donc là, je lui disais toujours « oh, il faut que tu m'expliques ». Et elle me disait « j'avais 14 ans, du jour au lendemain, plus d'école. J'avais un vélo, donc effectivement, j'étais l'éclaireuse du groupe, j'avais un rôle, une fonction. Et elle me disait surtout, le mois de mai 40 était un mois sans une goutte de pluie. C'est d'ailleurs le mois de mai le plus chaud de tout le XXe siècle, en fait. Et cette lumière, ce soleil, d'autant plus cruel de voir des moments terribles, finalement. Avec d'ailleurs une récolte qui a l'air très, très prospère, finalement. Hein. Ouais. On sent vraiment les champs... prêts à donner. Voilà, enrichis. Voilà. Et, mais ils ne vont pas l'exploiter. Voilà, on doit partir. On doit partir. Et donc, j'avais besoin de lumière. Je voulais vraiment un film solaire, quoi. Et globalement, alors là pour le coup, on a eu de la chance. On a eu un mois de juin, pardon, 2014, magnifique. Ça aide. Ça aide, effectivement. Alors il y a un personnage qui est relativement détestable, qui est. Il en faut toujours un, vous le savez. Qui est Harry Flex. Ouais. Le réalisateur allemand, si toutefois on peut appeler ça un réalisateur. C'est un cinéaste. C'est un cinéaste, oui, de la propagande. Est-ce que vous avez justement visionné des films de la propagande allemande pour vous inspirer de ce personnage? Aussi le fait d'avoir des passages en noir et blanc filmés comme la propagande. Est-ce que vous avez... quelle a été cette documentation à ce moment-là? Je savais qu'ils avaient des cinéastes allemands propagande. Donc j'ai vu leur production. C'est fascinant parce que le cinéma a progressé aussi grâce aux pays totalitaires. C'est-à-dire que ce sont les soviétiques qui ont fait le plus de boulot, le plus de recherche sur le montage, l'éloquence du cinéma, disait Orson Welles. Les nazis aussi. Leni Riefenstahl est quelqu'un de bourré de talent.
Voilà, on n'a pas les mêmes idées, clairement. Mais la manière avec laquelle elle filme les JO de 36, c'est un monument. Et donc, il y a eu une esthétique, et puis il y avait quand même un ministre de la propagande qui s'appelait Goebbels, qui a donc formé des cinéastes pour aller sur le front et filmer la victoire, bien sûr. Donc, ça me fascinait de voir ces gens-là à l'œuvre. J'en voulais un qui filme, et je savais qu'ils avaient utilisé des prisonniers pour reconstituer des combats avec des armes chargées à blanc. Ça m'intéressait. Et à Reflex, ben oui, cette petite caméra très légère a fait les beaux jours de la propagande allemande, puis ensuite fera les beaux jours de la nouvelle vague française. Enfin, bon. Oui, c'est un sacré clin d'œil. Voilà, donc, et puis c'est passionnant de filmer un cinéaste à l'œuvre. Donc j'ai trouvé un acteur hors pair, avec qui j'ai déjà travaillé sur Joyeux Noël, Thomas Schmauser. Et je lui avais dit en gros 2-3 trucs, mais après nous, en faisant le film, on devenait un peu le making-of de son propre film à lui. Tout à fait. Parce que lui, il partait, il fallait suivre, quoi, en gros. Non, c'était passionnant à faire. Dernière question avant de vous laisser rejoindre les gens qui sont venus voir votre film en avant-première ici à Beauvais au Cinespace pour les saisons du cinéma. Justement, quelle est pour vous l'importance de venir à la rencontre du public pour présenter votre film? C'est vital. Hein. On fait quand même des films pour les gens. Enfin, moi, j'ai besoin à un moment donné de savoir comment les gens réagissent, comment les gens vivent ça. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de venir les voir. Parce qu'ils vous disent. Donc, moi je viens, je prends le temps de le faire. Mon dernier film remonte à 6 ans. Oui. Donc là, je prends le temps de faire les salles et de voir un peu comment ça se passe. Écoutez, on va encourager tout le monde à aller à partir du 4 novembre voir votre film. 4 novembre, oui. Voilà. J'ai commis une grave erreur. Jamais j'aurais dû vous emmener sur les routes et vous faire vivre tout ça.